Salut à tous, merci de nous rejoindre sur le deuxième podcast de Dynamic Step. Aujourd'hui, je suis en présence de Stéphane Rizaché. Salut Stéphane. Salut Mathieu. Ancien international de l'équipe de France de basket A, donc l'équipe, la plus haute équipe qui peut exister en senior, et surtout fondateur et aujourd'hui président de l'entreprise Enoch Training, une entreprise de boxe, d'entraînement dont tu vas nous parler bien plus en détail. Oui, Enoch Training, c'est une marque que j'ai créée en 2013, le temps de développer le produit. Et l'idée, c'était de créer un univers ludique, modulable, transformable, à travers le point d'ancrage qui était une tour, une box de cross-training, et puis tout ce qu'on pouvait adapter dessus, et différents produits de différentes gammes, de manière à créer un univers totalement modulable, un jouet pour les grands en fait. C'est ça, tu développes pas mal tout ce qui est entraînement fonctionnel justement avec cette notion-là. Comment t'es venue cette réflexion-là en fait? D'où t'es venue cette idée? L'idée de Enoch Training, c'est déjà, enfin je pense que c'est un parcours de vie. Moi, j'ai fait du sport, pas mal de différents sports et surtout du basket. Je dirais de l'âge de 5 ans à l'âge de près de 40 ans, à haut niveau. J'ai eu le parcours d'un sportif de haut niveau, d'abord en formation, puis ensuite un sportif professionnel qui devait gérer ses entraînements, sa forme, ses blessures, donc avec des façons parfois... En fait, les sportifs de haut niveau, les basketteurs notamment, en tout cas les athlètes de sport collectif, sont souvent pris en charge par leur club, pris en charge quand ils sont dans les équipes nationales. Et puis parfois ils le sont plus du tout par exemple lorsqu'on arrête d'être en équipe nationale, on se retrouve d'un coup à gérer 3 mois de saison, de off-saison. Et puis même en club, je sais pas toi à l'époque, moi aujourd'hui, tu vois, il y a pas tous les clubs qui ont un préparateur physique, ça se développe de plus en plus aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quand même récent. Ouais, c'est récent, je trouve. Alors quand on regarde de mon point de vue, j'ai l'impression que les gens de ma génération sont passés à un moment où finalement la préparation était sûrement très empirique. Très souvent, la préparation n'était pas assumée par un préparateur physique. Il y avait peu de clubs, voire pas de clubs. Elle était faite ou par le kiné du club, ou elle était faite elle était faite parfois par un joueur qui était resté au club après sa carrière et qui s'était un peu spécialisé, mais de manière qui n'avait pas spécialement de formation professionnelle. Qui avait pas, je pense que le diplôme de préparation physique, il est plus récent. Oui, il est bien plus récent. Donc, il n'avait pas spécialement la formation détaillée, mais je pense et puis surtout, elle était très souvent la préparation assumée par les coachs. D'accord. Qui avaient une façon de faire qui était assez personnelle. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont passés à une époque où, comment dire, le fait de travailler beaucoup, le fait de faire beaucoup de choses, déjà, on s'entraînait différemment. Oui. C'est-à-dire que les basketteurs ont beaucoup couru sur des modèles qui nous servaient pas à grand-chose. Sur des longues durées, sur des longues distances. Ouais. Alors c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui le basket, c'est surtout un sport intermittent à haute intensité. C'est ça. Et donc on faisait un stage de préparation d'une équipe de haut niveau. Ça commençait forcément le matin par une heure de footing, quoi. Avant de faire 1 ou 2 ou 3 entraînements à la journée, selon l'intensité qu'on y mettait. Mais en fait, aujourd'hui, on sait que c'était un non-sens absolu. Aujourd'hui, on a beaucoup individualisé la préparation. Je pense que ça se fait encore plus. Encore plus. Ouais. Moi, je suis passé à une époque où finalement, un mec d'1,75 faisait la même chose qu'un mec de 2,15 m et que cette individualisation-là n'existait pas. Et puis surtout, on s'est beaucoup débrouillé, souvent seul. Chacun avec ses aspirations. Tu vois, par exemple, moi, j'ai joué avec Laurent Sierra, par exemple. Je vais le citer parce que c'est très significatif.
Laurent Sierra, il avait 4 poumons, 3 cœurs, et en fait, tu lui disais de courir 1h30, il courait comme un dératé pendant 1h30, et c'est vrai que sa préparation, lorsqu'il se mettait là-dedans, il arrivait, il était en super forme, mais tu pouvais pas lui expliquer de soulever le moindre poids, par exemple. C'est ce que j'allais dire, il était en super forme d'un point de vue cardiovasculaire et d'un point de vue tout simplement état physique général, mais musculairement, c'était pas non plus. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes certains de ces matchs, voilà, et en termes de quand il drivait, etc., et qu'il prenait les impacts, c'est pas celui qui résistait le plus, quoi. Oui, mais dans l'absolu, il était dans un schéma corporel qui fonctionnait complètement, et bon, il savait qu'il sautait pas très haut, mais sans prendre un impact. Quand c'est toi qui initie le contact et que c'est toi qui le mets, et puis il était assez grand, donc il finissait des actions dans la raquette sur du lay-up, machin. Voilà, en fait, il y avait vraiment plein de choses différentes. Je pense que la prépa physique aujourd'hui, elle s'est démocratisée, et puis elle s'est spécialisée, mais aujourd'hui, tout le monde fait de la préparation physique. Dès quasiment U13, dès qu'il y a un certain niveau pour les gamins, leur développement physique, il est suivi beaucoup plus que nous on ne l'était il y a 30 ans. Mais j'ai même envie de te dire, tu regardes un gamin de 17 ans aujourd'hui, il a un corps qui correspond à rien au corps qu'on avait à la même époque, ce qui est normal. Après, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai toujours été très attentif aux gestes sportifs. Quand tu dis gestes, tu parles en termes de posture? Je pense, ouais. J'ai été éveillé par ça. Moi, j'ai un grand frère qui a 8-9 ans de plus que moi, que j'ai suivi dès qu'il a commencé à 17 ans à jouer en senior. Il était junior et jouait en senior. Tu étais beaucoup dans le mimétisme déjà. Complètement. Et puis, je l'ai suivi dans toutes ses préparations de pré-saison, où j'étais carrément dans le mimétisme. J'ai fait d'autres sports. J'ai fait, je pense, la première fois de ma vie que j'ai fait que du basket, j'étais à l'INSEP. Oui, d'accord. Donc, tu devais avoir déjà 16-17 ans. 16-17 ans. Et est-ce que tu penses, pour dériver un peu de notre sujet, est-ce que tu penses que d'avoir fait plusieurs sports en étant jeune, ça t'a aidé dans ta carrière internationale, ça t'a aidé dans le fait de connaître ton corps, de pas te blesser? Alors, j'extrapole, je vais loin, de pas te blesser, mais surtout d'avoir une condition physique et une mobilité dans les apprentissages moteurs un peu général. Complètement. Ouais. Je pense même que c'est un des risques du sport d'aujourd'hui, d'avoir spécialisé trop tôt les jeunes. Parce que c'est important de te l'entendre redire, parce que aujourd'hui, justement, dans tous les sports de très haut niveau et même dans les sports classiques, on veut spécialiser les enfants tout de suite dans un sport. On veut les entraîner plus dans leur spécialité. Mais on oublie que les enfants grandissent. On oublie qu'à mon avis, ils ont un développement aussi dû à la croissance, un développement moteur et nerveux, et que c'est intéressant justement d'apprendre à bouger, de grimper aux arbres, de nager, de tomber comme au judo par exemple, tu vois, de chuter. Des actions qui sont très intéressantes pour le basket de haut niveau. Et c'est vrai que quand on regarde les joueurs de très haut niveau, tels qu'en NBA par exemple, qui ont fait plusieurs sports avant, et c'est ceux qui ont une prévalence de blessures qui est moins importante aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est intéressant que même toi, qui as vécu un autre basket que celui d'aujourd'hui, finalement c'est un point commun qui est important. Moi tant que j'ai été, je suis originaire de Clermont-Ferrand, tant que j'ai été à Clermont au collège, avant que je quitte Clermont, j'ai fait au moins, alors mon sport principal a toujours été le basket, mais j'ai fait au moins 2 à 3 sports tous les ans, de 8 à 15-16 ans. Donc, individuel ou collectif? J'ai fait de l'athlé. J'ai suivi, alors j'ai jamais eu de licence, mais j'ai suivi des potes à la boxe française. J'ai fait un peu de tout. Donc finalement, basket en collectif, mais le reste en individuel. Ouais. Ok. Ouais. Et après, l'athlé en jeune est toujours un peu collectif parce que tu t'inscris toujours par équipe. Mais t'es quand même dans une notion de performance individuelle. T'es quand même dans une notion de performance individuelle, et puis surtout,
Je pense que c'est l'athlète qui m'a appris à avoir... Déjà, j'étais dingue d'athlète. Mais vraiment, gamin, j'étais vraiment dingue d'athlète. J'en ai fait 5 ans. Et je pense que c'est l'athlète qui m'a appris à ressentir mon corps. Dans ma façon de jouer plus tard, j'ai gardé des gestes qui viennent de l'athlète, des façons de faire qui viennent de prendre de la prise d'appui. Ouais. Ça venait de l'athlète. Alors, j'étais pas... Non, puis même la synchronisation sur les sauts. Ouais. Alors, j'étais pas exceptionnel parce que j'étais gamin, mais je faisais... j'étais pas forcément très vite parce que grand et pas encore musculairement... mais en attendant, pour un grand à mon poste, j'étais plutôt rapide. Donc l'athlète m'a amené ça. Ouais. Par contre, je faisais hauteur, longueur, lancer du poids. Ok. Bon, bah, ouais, donc multidiscipline quand même. Ouais, et par exemple, lancer quelque chose, c'est forcément de la coordination. Aujourd'hui, tu fais lancer un medicine ball à des mecs qui n'ont jamais lancé un medicine ball, tu vois tout de suite qu'ils n'ont jamais lancé un medicine ball. Alors qu'en fait, je veux dire, dans ton schéma corporel, lancer un point, un javelot, c'est un geste technique. Et c'est un geste technique tu apprends des gestes de coordination qui rentreront dans ton schéma pour ta vie sportive entière. Qui vont te servir dans ta vie sportive, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Ouais. Est-ce que tu penses que justement d'avoir pu pratiquer différents sports, d'avoir vu différentes visions aussi potentiellement du corps, du mouvement humain, ça t'a aidé dans ta façon de te préparer physiquement après pour ta carrière? Mes premières préparations physiques, j'étais gamin vraiment parce qu'on a 9 ans d'écart avec mon frère. Donc voilà, c'était l'exemple de mon grand frère qui se préparait lui-même et qui commençait une carrière pro. Il a joué à quel niveau, ton frère? Mon frère, il a joué jusqu'en Pro A. D'accord, ok. Quand même très grand joueur aussi. Ouais. Okay. C'était un gros défenseur. Ok. Voilà. Équipe de France aussi ou... Équipe de France, jusqu'en équipe de France junior. Mais quand je dis gros défenseur, c'est... Et vous avez joué à un moment donné ensemble? Alors, on a joué ensemble, j'ai eu la chance de commencer ma carrière avec mon frère en jouant ensemble à Tours. Et après, on a joué l'un contre l'autre parce que de Tours, je suis venu en Tours étant Pro 1 et descendu en Pro B. Et je suis venu à Jet Lyon, qui était en Pro B. D'accord. Donc j'ai eu la chance de jouer avec mon frère et contre lui. Et contre lui. Alors, ce qui était très marrant, c'est qu'en fait, j'ai jamais pu performer contre lui parce qu'il me connaissait par cœur. Et inversement, en tout cas, ça serait toujours comme ça. Ouais, voilà. Mais c'est un grand défenseur. C'est une science. Et franchement, c'est vraiment une science, quoi. Et franchement, il était incroyable. Et donc, bon, j'ai beaucoup pris d'exemples vis-à-vis de lui. Puis après, l'apprentissage... Enfin, en fait, tous les sports que j'ai faits, j'ai toujours gardé à l'esprit que j'étais basketteur en premier. Et tout ce que je pouvais détourner et intégrer dans mon schéma corporel pour que ça me serve pour le basket... J'ai toujours... C'est une éducation, je te dis. J'avais 8-10 ans quand j'ai commencé. J'ai commencé à chercher des trucs à faire. Je devais avoir 12, 13, 14 ans. Et puis, en fait, ça m'a jamais quitté. Et puis, finalement, je suis arrivé dans un univers professionnel. À l'époque, c'était 89, ma première année, 89, 90. À l'époque, je me souviens très bien que les premières fois que j'ai fait de la musculation, c'est parce que je me suis dit, tiens, je vais y aller. D'accord. Ouais. J'avais 17, 18 ans. Il n'y avait pas de préparateur physique, quoi. Ouais, t'y allais pour toi, en fait. Ouais. T'y es pas allé parce qu'on t'a imposé, parce qu'on t'a dit... Et j'ai ressenti que... En fait, toujours ressenti beaucoup. Toujours ressenti mon schéma corporel. Très tôt, mes forces et mes faiblesses. Et puis, je me rends compte aujourd'hui, par exemple, que ces faiblesses-là sont sûrement dues... J'aurais eu un corps différent dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Parce qu'en fait, tout a été très empirique. Ouais, puis même le jeu, dans tous les cas, a tellement évolué aujourd'hui que... Oui, mais alors, pour le jeu, je suis pas complètement sûr, parce qu'on dit souvent... alors, je veux pas faire non plus « c'était mieux avant », parce que... Non, c'était différent. Mais quand on me dit « qu'est-ce qu'ils sont costauds, qu'est-ce qu'ils vont vite, machin », putain, quand tu regardes des mecs, même à partir des années 70, tu regardes des mecs comme ils cavalent, comme ils sautent, comme ils mettent les 2 avant-bras au-dessus du cercle. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tout le monde est costaud. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient des années-lumière d'avance. Mais tu vois, pose-toi la question,
de te demander si un mec comme Richard Dacoury, il aurait le moindre problème à jouer aujourd'hui. Bon. Ou si Hugo Cancé, il aurait le moindre problème à jouer aujourd'hui. C'est des athlètes déjà. Moi, je sais que pour moi, ça a été très prégnant. Ouais. Ça a toujours été comme ça de chercher à faire à trouver des solutions pour que chaque chose puisse me servir dans mon monde, dans ce que je souhaitais faire comme basketteur. Alors après, j'avais beaucoup tendance à m'entraîner en plus, pas forcément, d'ailleurs, pas forcément à la salle. En fait, j'ai toujours fonctionné en bidouillant des trucs, en me disant, tiens, ça, je vais le détourner parce qu'en fait, je voudrais faire telle chose, et j'y arrive pas avec, tu vois, une salle de muscu normalement constituée. Il y a des choses classiques et je voulais faire des choses que je sentais bien qu'il fallait que je triture des objets qui n'étaient pas forcément faits pour la muscu, donc j'ai toujours fait comme ça. T'es un peu le bricoleur de la préparation physique de l'époque. En fait, personne n'a jamais su, parce que souvent je m'arrangeais toujours pour me... Tu vois, je mettais mon matos dans le double fond de ma caisse, je bossais chez moi, je me démerdais toujours pour organiser une toute petite pièce où je pouvais... Mais fondamentalement, tu vois, ce que tu me résumes, pour moi, c'est la clé du métier de préparateur physique, c'est une personne qui va, avec le moindre petit truc, réussir à faire une séance qui va développer tout le corps, avec le moindre petit outil, le transformer pour amener quelque chose de différent. Et toi, tu l'as réfléchi, enfin, tu l'as même fait inconsciemment, comme tu disais, par rapport à ton expérience dans les différents sports, par rapport à ta mobilité, par rapport à ce que tu ressentais aussi. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on voit des préparateurs physiques qui sont très stéréotypés. Des gars qui sont très des poids, il faut soulever lourd, sous les barres, etc. Alors qu'en fait, il y a pas spécialement besoin, et toi t'as pas spécialement eu ce besoin-là. T'as pris un peu à droite à gauche et t'as fait un peu ta sauce, ce qui a été intéressant. Et puis j'ai aussi, lorsqu'on a commencé à croiser des préparateurs physiques, j'ai aussi été, tu sais, moi j'ai beaucoup fréquenté de préparateurs physiques, finalement, ils ont fini par arriver. J'ai beaucoup aussi fréquenté, comme tous les sportifs, à un moment, t'es amené à fréquenter les gens du milieu médical. Bien sûr. Parce que tu finis toujours par te blesser. Déjà, j'ai été mal habitué souvent au tout début, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient dans la prévention, tout le temps. Tu sais, quand j'ai commencé, un ostéo, il faisait kiné et ostéo. À l'époque. Donc, ce qui paraît totalement étrange aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup fait en sorte de dissocier les deux. Mais avant, le mec qui voulait être ostéo, il faisait kiné et ostéo. Ce qui fait que c'était tous les mecs qui avaient cette double casquette, c'était des machines de guerre, quoi. Ils étaient à la jonction de tous les problèmes du sport de haut niveau. C'est-à-dire, s'il y a une dysfonction, essayer de ramener de la mobilité, mais aussi s'il y a quelque chose à soigner sur le fond, et que ramener la mobilité suffit pas, ils étaient aussi capables de faire de la rééducation fonctionnelle que font les kinés. Et en fait, ça fait que tu croises des gens, autant dans la prépa que sur le médical, qui sont ultra compétents. Et en fait, quand ils sont pas compétents, tu le vois tout de suite. Tu le vois dans la demi-seconde et tu refuses. Moi, j'étais un peu tête de pioche avec ça, mais en fait, le mec, si je ressentais qu'en fait, il allait me faire quelque chose qui me servait à rien, voire qui était débile, et même dangereux, des fois. Voire dangereux, mais je suis un âne batté, quoi. C'est-à-dire que, de toute façon, il me faisait pas avancer. Aussi parce que j'avais conscience de ce qu'était... j'avais conscience de mon corps, j'avais conscience de tout un tas de choses, je pense que c'est pas tous les sportifs. Souvent,
c'est difficile d'avoir... C'est très compliqué d'avoir une vraie conscience corporelle. Hein. Ouais. D'avoir une vraie conscience corporelle, de savoir comment on bouge. Ouais. Moi, tu vois, je le vois avec les athlètes, mais je le vois aussi avec les sportifs qu'on a à Dynamic Step. Beaucoup ne connaissent pas vraiment leur corps. Ouais. Mais par contre, ce qui est très enrichissant dans le diagnostic qu'on met en place avec l'ensemble de ces personnes, sportifs de haut niveau, monsieur, madame, tout le monde, c'est que la première question que moi je leur pose, c'est pourquoi vous venez ? Qu'est-ce que vous voulez faire et quels sont vos objectifs? Pour moi, c'est hyper important de savoir un peu, tu vois, quels sont tes besoins. Parce que si je commence à te faire, comme tu dis, courir sur du long, mais en fait, je sais pas que t'es basketteur, je sais pas que t'as tel ou tel objectif, bah, en fait, ma programmation et toute mon expertise ne sert à rien. La vraie clé, c'est de s'intéresser à qui est en face de nous et de pouvoir y répondre. Tu vois, les préparateurs physiques qui te faisaient faire peut-être du long, etc. Si à moi ils s'intéressaient pas à tes besoins, à ta dépense énergétique, à tes grands segments, à ta biomécanique, bah c'est qu'ils étaient complètement à la ramasse, quoi. Tu vois. Bah en fait, pour moi, il y a un truc qui était primordial à l'époque et qui me faisait ou non avoir confiance au préparateur physique, c'est est-ce qu'il avait la bienveillance de se demander si ce qu'il nous faisait faire pouvait risquer de nous blesser ou pas. Point barre. Si le mec, dans ses premières paroles, c'était « ne te blesse pas, fais attention, si c'est trop, on adapte, machin », il avait gagné. C'est quand même la clé, hein, la base. Hein. On n'est pas là pour, en tant que préparateur physique, tu vois. Certes, on est là pour chercher de la performance. Avant tout, hein, c'est quand même le but. Bien sûr. On est notamment sur les athlètes professionnels, mais y compris sur monsieur et madame tout le monde, on est censé leur apporter. Moi, quand je parle de performance, c'est une personne, tu vois, de 80 ans qui veut regagner de la mobilité, être en capacité, ne serait-ce que de descendre les escaliers sans avoir mal. Pour moi, c'est déjà une performance. Mais si on lui fait faire des exercices qui va à l'encontre de cette performance et qui blessent la personne, voire qui ralentissent sa progression, bah, c'est que clairement, on est complètement dans le faux, tu vois. On est dans le faux. Ouais. Et je préfère aller plus doucement, sur des méthodes même plus douces parfois, mais qui rejoint pour moi l'entraînement complètement fonctionnel, plutôt que de charger avec des machines guidées ou charger les barres. Enfin moi, personnellement, j'en vois pas l'intérêt, tu vois. Surtout que moi, j'ai vécu, en fait, si tu veux... Toi, t'as vécu justement l'arrivée des préparateurs physiques un peu à la... Alors, c'est un grand mot, mais un peu à la Cometti, où tu rajoutes des barres, tu rajoutes du poids lourd, tu charges, quoi. T'as connu ça, toi? Oui, je pense qu'on est dans un truc où, quand moi j'arrive et que je suis jeune joueur, je pense que j'ai dû commencer à me retrouver avec des barres lourdes sur les épaules à l'INSEP. Et en fait, moi, le souvenir que j'ai, c'est que 15 jours après, j'avais une tendinite subrotulienne qui m'a gardé 1 an, que j'ai gardé pas 1 an, j'ai gardé... je me souviens avoir à l'époque, c'est ce qu'on faisait, je me souviens avoir porté une gouttière pour à la jambe raide. D'accord. Ce qui était vachement bien, puisqu'au bout de 15 jours, t'avais plus de quadriceps. Tu vois. Je me souviens de ça, d'avoir traversé l'INSEP en boitant comme un imbécile avec ma gouttière que j'avais gardée 2-3 mois. Et je pense que j'avais 16 ans, donc je pense que faire du lourd m'a servi juste à te péter, à avoir une tendinite rotulienne. Et que finalement, quand je suis la sensation de se dire pour sauter plus haut, faut soulever de la charge lourde pour être plus costaud. En fait, je pense que j'ai fait le même poids de toute ma vie de sportif en activité. Tu vois, je faisais 94 kilos à l'INSEP, je montais à 96. En vieillissant un peu, je commençais les saisons à 98. Et tu les récupérais vite après. Et au bout de... Non, mais moi, j'avais le problème inverse, en fait. Là où je pense qu'on commence à s'intéresser à ça, et où finalement, moi, c'était pas encore le moment de la micronutrition. Moi, j'avais le problème inverse, c'est que dès que je m'entraînais en préparation, au bout de 15 jours, j'étais en forme. J'ai toujours mangé comme un ogre, genre toutes les 3 heures pendant ma vie de sportif. Par contre, quand je commençais les saisons à 98 kilos, je finissais à 89. D'accord, ouais. Donc je me consumais de l'intérieur tout le temps. Donc là, aujourd'hui, on appelle ça la micronutrition et la supplémentation. Bon, moi j'avais sûrement un autre problème que de prendre de la force. Et puis surtout un truc, c'est que tu prends les gens de ma génération,
les grands leviers, les grands bus, machin. Tu prends les gens de ma génération ou de celle d'avant. Je pense que je connais pas un basketteur qui ait pas 1 à 2 hernies discales. Tu vois. Par contre, je sautais très haut avant qu'on me mette les moindres barres sur les épaules et finalement, j'ai pas pris 1 centimètre de détente grâce à ça, quoi. Parce que le sens, c'est pas de prendre de la détente, c'est de garder le pied suffisant pour sauter rapidement tout au long de ta vie d'athlète. Exactement. Un basketteur à 20 ans, il saute, à 25, il saute moins, et puis à 30, il saute plus. De 30 à 40, il est au ras du sol. Tu vois, quand il joue jusqu'à 40 ans, moi, ça, c'est l'athlète. L'athlète, les routines d'athlète qui m'ont permis de me dire, je travaille toute ma vie pour que, finalement, la grande fierté d'avoir été un joueur plus vieux, qui finalement avait toujours la capacité de sauter vite à quasiment à la même hauteur que 10 ans avant, et de répéter les sauts. Ouais. Mais ça, c'est pas... Mais à un moment, j'ai dit... j'étais à l'étranger, donc j'étais retombé sur un prépa physique qui, lui, était amoureux des charges lourdes sur les épaules, et je me suis refait mal au dos, et puis à un moment, j'ai dit, écoute, c'est simple, tu me mettras plus jamais une barre sur mon dos, je vais faire autrement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de préparateurs physiques, notamment chez les jeunes. Et moi, c'est vrai que ça me rend toujours fou de voir des jeunes, notamment en salle de musculation, même sans préparateur physique, juste pour une notion d'esthétisme, qui se mettent sur des charges lourdes, alors qu'on sait que y a tout un potentiel de croissance avec des blessures telles que Osgood-Chatter, sévères. Il faut vraiment manager ces blessures-là. J'utilise volontairement le terme manager parce que souvent on les met, comme tu disais, à l'arrêt. On a discuté tout à l'heure en off. Non, il faut justement travailler autour, développer le joueur sur d'autres qualités. Toi, après toutes ces expériences entre guillemets de blessures avec ces charges lourdes, quelle a été ta vision de l'entraînement et qu'est-ce que t'as modifié en fait, tout simplement? Alors déjà, j'ai vite arrêté, mais ça a été vraiment un... Ça, je me doute bien. J'ai vite arrêté de... pour une raison simple, c'est qu'en fait, je pense que au moment à la fin des années 90, je pense que l'exemple de comment doit se faire la préparation physique, c'est les athlètes et les haltérophiles. Et on se dit, les haltérophiles sont super explosifs, les athlètes sont super explosifs. On va mettre tout le monde à des programmations d'entraînement de ce type-là, ils vont tous être super explosifs. Sauf qu'un basketteur de 2 mètres avec des jambes d'1m20 et des bras et 2m10 d'envergure, il pourra jamais faire... Tu peux chercher comme tu veux, peux y aller, hein. Tu vas le tuer en fait. Si tu l'entraînes comme un haltérophile, tu vas le tuer en fait. Si tu l'entraînes comme un athlète, tu vas le blesser aussi. Et tu peux le blesser aussi. C'est vraiment le risque. Et en fait, moi je suis parti, je me suis dit en fait, qu'est-ce qui m'importe ? Si je veux aller vite, il faut que je m'entraîne à courir vite. Et mon but, c'est dans l'entraînement, qu'est-ce que je peux développer pour me garantir que je serai toujours en bonne santé. Et en fait, et puis j'ai été aidé par aussi le kiné. Enfin, je me souviens beaucoup de lui parce que le kiné de Paris, qui est toujours le kiné de Levallois, pardon. Levallois ou Boulogne d'ailleurs. Levallois. C'est Boulogne-Levallois maintenant. Boulogne-Levallois. Il change de nom tous les... Donc il s'appelle Olivier Pirot, qui en fait j'étais son plus gros client quand j'étais au PSG, mais il avait compris que déjà il a toujours compris que j'avais une grosse sensation corporelle, et il a toujours travaillé avec moi en prévention. D'accord. Et ça marchait très bien parce que je pense que j'ai très peu, voire jamais été blessé pendant les 4 ans que j'ai passé, 4 ou 5 ans que j'ai passé à Paris. Et très très vite, je me suis mis à travailler sur moi différemment. Finalement, le soin que je mettais à ma préparation, le soin que je mettais à rester en bonne santé, ce que j'ai pu apprendre en pratiquant d'autres sports, finalement, apprendre à courir, c'est des exercices précis, et puis des exercices connus depuis très longtemps.
moi j'ai fait passer une haie, c'est un geste ultra technique. Bon, si vous voulez, si tu veux, je ferai apprendre à sauter des haies à tous les gamins. Aujourd'hui, je ferai apprendre C'est très intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que on en revient dans cet apprentissage, en fait, du corps. Aujourd'hui, on n'apprend pas à courir, quoi. Moi, je trouve ça hyper dommage. Moi, personnellement, personne ne m'a appris à courir, tu vois. J'ai été obligé de faire de l'athlétisme pour apprendre à courir. Je vais te donner un exemple tout bête. Je vais te donner un exemple tout bête qu'on peut vérifier, que je me suis rendu compte en voyant des pros et en entraînant aussi, parce que il m'est arrivé d'entraîner des jeunes en U13. Mais ce défaut-là que tu vois chez des U13, tu le retrouves chez des joueurs de basket professionnels qui sont en activité. Au basket, le principe, tu pars en contre-attaque, t'as rebond, tu pars en contre-attaque. Le but du jeu, c'est de savoir où est la balle. En fait, le mec part en contre-attaque à fond. Il va vraiment très vite. Et en fait, tu te rends compte que quand il tourne la tête pour voir où est la balle, il ralentit. Parce qu'il peut pas courir parce qu'il peut pas courir avec une rotation. Ouais. Et en fait, ou alors l'inverse. Il court, et en fait, pour savoir où il va s'arrêter sur la ligne à 3 points ou au niveau des lancers francs, il va retourner la tête pour regarder. Aujourd'hui, c'est tout le temps que je vois ça. En termes de vision périphérique, il n'y a rien du tout. Ouais. Vision périphérique, mobilité du tronc. Qui t'a dit qu'il fallait ralentir parce que tu avais la tête tournée? Qui t'a dit? Tu vois ce que je veux dire? Tout ça gérer l'espace. Gérer l'espace. Expliquer aux enfants qu'en fait, sur un terrain de basket, dans leur apprentissage, toute cette mobilité articulaire, cette vision périphérique que tu dois développer, mais pour moi, tout voir sur le terrain, ce n'est juste qu'un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je rigole parce que j'ai des situations qui me viennent en tête, de situations de jeu, etc. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est souvent on critique les joueurs, mais ils n'ont pas de lecture de jeu, etc., ils voient rien. Ouais, mais est-ce qu'à un moment donné aussi, on leur a appris à bouger sur un terrain? Est-ce qu'on leur a appris à se déplacer? Alors, oui, un petit peu à se déplacer, mais est-ce qu'ils comprennent pourquoi? Et toujours la même chose, c'est... Oui, mais est-ce qu'on leur explique à quoi servent chaque geste? Oui, d'accord. Non, je pense pas. Moi, alors, j'ai peut-être eu tendance à beaucoup expliquer, mais n'empêche que je préfère avoir pris du temps à expliquer chaque geste. C'est très important de comprendre, notamment chez les jeunes. En fait, c'est pas... Si tu veux aller vite, c'est ton cerveau que tu dois entraîner à aller vite. C'est pas juste tes pieds et tes jambes. Bien sûr. Et en fait, il y a plein d'attitudes dans différents sports qui te servent. Pour moi, un basketteur, il devrait faire de l'athlé, il devrait faire un sport de combat, il pourrait faire de l'escrime, tu vois, parce que ce sont des gestuels. Je suis le premier à défendre chez le basketteur le judo. Le judo, par exemple, un sport de combat. Pour l'apprentissage à chuter. Ouais. Pour l'apprentissage à chuter. Ou pour les appuis, l'ancrage au sol des appuis. Pour l'ancrage au sol, et notamment ça sur les joueurs intérieurs, tu vois. Mais j'aime beaucoup l'idée d'apprendre à tomber. Ouais. Moi, je développe beaucoup chez les jeunes et puis même chez les moins jeunes, avec tous les joueurs que je travaille. Déjà sur comment apprendre à courir. Alors, je vais te dire un truc. Et comment apprendre à tomber. Alors, je vais te dire un truc. Toute ma carrière, moi, quand j'étais en forme et que j'avais pas de problématique de blessure sur un terrain, j'étais tout le temps par terre. C'est que quand j'avais un problème physique, que tu te régulais, que je me régulais, parce qu'en fait, aller chercher des angles en te jetant par terre, c'est un geste technique. Bien sûr. Tu vois. Et en fait, effectivement, il faut savoir tomber. Je suis le premier à le faire. Mais bon, si j'avais mal au dos, je pouvais pas me permettre de faire ça. Ouais. Si j'avais, voilà, j'ai eu pas mal de problèmes, de petits problèmes de dos, comme tous les basketteurs, je pense, à un moment ou à un autre. Jamais eu de blessure grave, mais en fait, je pense que j'avais une grosse laxité articulaire et un morphotube, si tu veux, où quand tu vas dans l'hyperlaxité, ton bassin ne revient pas, tu vois, et qu'en fait, voilà, en vieillissant, j'ai eu de plus en plus de problématiques de dos, mais c'est aussi pour cette raison que j'ai développé cette façon de penser, avec en étant omnibulé par rester en bonne santé et rester avec des capacités de haut niveau jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. Et même aujourd'hui. Alors, à moindre niveau, on est d'accord. Ouais, aujourd'hui, c'est
purement la santé. La santé, ouais. La santé. Je n'ai plus envie de faire de cardio, enfin de course. De faire du cardio en courant. Oui, du cardio long. Quand tu veux dire cardio, c'est de faire du cardio long. Ouais, voilà. Donc j'ai plus du tout envie, donc je le fais pas. Après, j'utilise beaucoup mes appareils et encore une fois, hein, je fais tout sûrement de manière très instinctive, très empirique. Je n'ai pas de diplôme de préparation physique. Je suis pas un spécialiste. J'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner, donc je sais quand même comment gérer ça. Mais après, voilà, ça devient un besoin de gérer le vieillissement. Ce qui est très intéressant en fait dans ton parcours, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que t'es parti donc la préparation physique entre guillemets n'existait pas ou très peu. Elle existait, elle existait, mais elle n'était pas encore professionnalisée, tu vois ça que je veux dire. Et puis en tout cas dans le basket, les préparateurs physiques ils étaient pionniers quoi. Voilà. Et donc t'as connu ce tout début. T'as eu des expériences un peu des fois qui n'ont pas été très, on va dire très qualitatives, avec des blessures. T'as eu des bonnes expériences. T'as vécu plusieurs sports. T'as connu un peu le corps médical, la façon de travailler aussi des kinés, qui est très intéressante sur l'analyse vraiment fonctionnelle du mouvement. Et à la fin, notamment arrivé sur la fin de ta carrière avec toutes ces petites problématiques de douleur au dos, comme tu disais, de genou au genou, et t'as mis en place un entraînement qui te correspond, un entraînement qui va chercher justement de la mobilité et du renforcement sur cette mobilité-là. Et aujourd'hui, tu le maintiens encore pour toi, pour te sentir en forme, pour éviter justement d'avoir ces douleurs au dos, rester un peu en activité. Mais ce qui est intéressant, c'est que t'es vraiment parti de ton expérience et t'as créé ta vision de l'entraînement, mais ce qui aujourd'hui en fait s'apparente de plus en plus à ma vision aussi moi personnelle de l'entraînement. Tu vois. Donc, c'est en fait, je pense que je vois beaucoup de choses développées aujourd'hui. Je me dis mais merde. Tu y as pensé il y a 10 ans, ouais. Je veux pas me la raconter parce que c'est pas le but, et puis parce qu'en fait, on n'est jamais tout seul à penser à la même chose au même moment. Mais en fait, je vois des choses que je me dis, mais tiens, en 2005, 2006, j'étais en plein là-dedans. C'est à peu près à cette période-là où j'ai décidé que j'allais cesser de m'entraîner de manière conventionnelle et que j'allais faire ce que je voulais, ce que je ressentais. Donc j'étais en Espagne à ce moment-là, je me suis mis à acheter, à me faire envoyer des bandes élastiques, à les tresser, à récupérer des poignées, machin. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un élastique. Voilà ce que j'allais dire, du coup, parce que nous, on sait de quoi on parle, mais pour les gens qui nous écoutent, vu que du coup, t'as vraiment réduit au maximum les poids et les barres, tu travailles beaucoup aujourd'hui, c'est quoi, avec des élastiques, avec des sangles peut-être ? Des sangles, j'ai fait mes propres. Tout ça finalement aboutit à mon entreprise en fait. Après, lorsque j'ai développé Zynog Training, j'ai en fait fait la structure et puis derrière développé tous les éléments amovibles qui peuvent s'installer dessus, puis des sangles, des élastiques. Je fais ma gamme d'élastiques, ma gamme de sangles rigides qui essayent à chaque fois d'apporter quelque chose. Tu vois, par exemple, ma sangle, elle a pas de poignée en tube, elle a une poignée plate cousue à la sangle pour faire de la préhension, parce qu'en fait, une poignée plate, on la prend dans la paume de la main, on serre le poing. Alors qu'un tube, on le prend comme une barre de musculation, c'est pas la même prise. Donc, j'ai été au bout de ma réflexion en disant, je veux que tout bouge. Je veux faire un Lego, je veux que tout bouge, je veux pouvoir le monter comme on montrait une balançoire dans son jardin. Et puis surtout, d'abord, je voulais répondre à mes problématiques. Comment je fais j'ai arrêté à 38 ans, comment je fais à près de 40 ans pour m'entraîner comme je veux. Bon, je trouve pas le produit. C'est quoi justement le comme tu veux? Comme je veux, c'est un truc tout bête. Une cage de cross-training, c'est une cage avec des barres de traction boulonnées au-dessus de la tête. Et puis à peu près, s'il y a 2% de la population qui sait faire une traction, c'est le maximum, correct. Alors il y a peut-être
quelques milliers de personnes qui font des choses extraordinaires en faisant des muscle-up dans tous les sens. Oui, mais ça, c'est 1%. Mais voilà, c'est pas grand monde. Et donc, en fait, je me suis dit, tiens, si je déstructurais un espalier, que les barres elles bougent et qu'on puisse les mettre à toutes les hauteurs, qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, je me suis rendu compte qu'à toutes les hauteurs de barres, il y avait la possibilité de créer des exercices de gainage plus ou moins élaborés. À toutes les hauteurs de barre, il y a des exercices possibles. Et bon, quand une barre elle bouge, finalement, quand tu es les pieds au sol et que tu peux attraper la barre, tu vas pouvoir construire ta force en faisant du décliné, par exemple. Ce qui est très intéressant. Et quel que soit ton poids, et quelle que soit ta carrure, et quel que soit ton âge. Ce que j'aime beaucoup, moi, avec ta cage d'entraînement, justement, c'est qu'en fait, tu peux mettre des exercices qui soient adaptés à tout le monde. Aussi bien du sportif très, très professionnel que de la petite mamie qui veut gagner en mobilité ou d'un jeune qui veut se développer pour son esthétique, etc. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as eu à un moment donné cette idée de, comme nous, tu vois, on développe avec Dynamic Step, et de faire des séances par groupe autour en fait, de ça? C'est un produit... De partager un moment autour du sport. C'est un produit... Enfin, mon produit est fait pour ça. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait... Ça a toujours été ta vision, toi, de l'entraînement depuis tout petit, ou depuis tout le temps? Même en séance de musculation, tu t'entraînes avec ton frère, justement? J'ai fait ce produit en pensant à ça. Déjà, la première chose que tu dis, c'est je voulais qu'il soit très transversal. C'est-à-dire que je voulais pas faire un truc pour le sport de haut niveau. Ça m'intéressait pas. Je voulais faire... Il y en a déjà assez sur le marché, ça. Ouais, voilà, déjà. Et il y avait plusieurs volontés. Faire quelque chose de vraiment transversal que tout le monde puisse utiliser. Faire quelque chose qui donne l'impression d'être un jouet. Et faire quelque chose qui soit... tournée vers une activité de groupe. Alors ça oblige forcément à ce qu'elle soit dirigée par quelqu'un qui maîtrise. Bien sûr. Mais en fait, moi je l'ai vérifié plein de fois. Évidemment, quand je l'ai développé, j'ai fait des séances tests avec un prépa physique. Et en fait, je me suis rendu compte que ce côté ultra modulable qui permet de changer à peu près tout et n'importe quoi en quelques secondes. Pour te donner un exemple, j'ai fait une séance avec... une douzaine de personnes. Le plus jeune avait 7 ans et il était tout petit et en binôme il était avec moi. Et en fait tout fonctionne parce que tout est super adaptable parce que tout bouge autour de toi. En fait, je suis allé au bout de l'idée de dire, et ça vient du fait que avec la corpulence des basketteurs, on fait souvent du sport sur des objets qui sont trop petits pour nous. Et donc, j'ai pris le truc à l'inverse en me disant, ici, les objets bougent autour des gens. Donc, je suis allé au bout de cette logique-là. Ce qui est finalement parfois assez perturbant, parce que les gens n'ont pas tellement l'habitude de cette liberté et de cet imaginaire, parce qu'ils ont fait beaucoup de sport sur des machines guidées. Parce que j'allais tout de suite faire le parallèle aux machines guidées où c'est à toi de bouger dans la machine et si tu veux le bouger un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, c'est impossible. Et alors que là, c'est tout l'inverse. C'est justement, c'est la machine qui bouge autour de toi et c'est toi qui dois t'adapter un peu, à ce nouveau milieu de vie, mais tout en utilisant ta fonctionnalité corporelle. Et ça, c'est très intéressant. Alors après, tu peux imaginer plein de choses, hein. Enfin, tu vois, par exemple, les objets comme les kettlebells ou les poids libres sont vachement intéressants à rajouter dans le travail fonctionnel. Mais en fait, tu peux imaginer plein de choses qui te mènent à des choses très élaborées, très compliquées, mais finalement, à l'inverse, tu peux entraîner au même moment un ultra spécialiste et un néophyte. C'est exactement ça. Et ça, c'est super intéressant. Tu peux entraîner au même moment. Moi, j'ai développé ce produit. Mes enfants étaient un peu plus jeunes. J'avais 10 et 8 ans, tu vois, ou même peut-être un peu moins. Et puis j'ai une maman qui a 84 ans, qui a été toujours très sportive dans sa vie et dont je sais que, en fait, j'ai développé ce produit en pensant comme ça à tout le panel des personnes. En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, plus encore que l'état d'esprit au niveau, c'est le développement des plus jeunes et comment on vieillit après. Comment on vieillit après. Et en fait, moi, je pense, mais c'est encore de la sensation.
je suis parti d'un principe simple. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir... J'ai pas, encore une fois, je touche du bois. J'ai pas eu à subir de grosses opérations au genou, de grosses blessures aux chevilles. Mais j'ai été quand même, au fur et à mesure de ma carrière, finalement, le dernier tiers de ma carrière, assez embêté par mon dos. Il m'est arrivé plusieurs fois de me faire... Alors, je me suis fait des lumbagos, rien de bien terrible, mais bon, j'ai fini par comprendre que finalement, en fait, quand tu as une petite vertèbre qui est déplacée ou un truc monstrueux au dos, il n'y a pas de mot pour le qualifier. Il y a j'ai mal au dos. Ce qui rend d'ailleurs les choses très compliquées pour se faire comprendre. Ouais, à quel point c'est invalidant. À quel point c'est invalidant d'avoir mal au dos. Et il m'est arrivé une ou deux fois d'avoir à réapprendre à marcher. C'est-à-dire d'avoir passé 4-6 semaines à marcher à 4 pattes. Parce que mes bras et mes jambes me portaient plus. Et donc, avant les autres, t'as 30 ans, 35 ans, avant les autres, tu as un aperçu de ce qu'est le vieillissement. C'est-à-dire le fait, et encore en plus, en tant qu'athlète de haut niveau, où t'as quand même tendance toute ta vie à te sentir dans la peau d'une Formule 1. Et quand il t'arrive quelque chose comme ça d'invalidant, en 24 heures, en 12 heures, tu passes du corps de la Formule 1 au corps d'un... Tu te dis, j'ai 90 ans, quoi. Ouais. Et tu te dis... C'est là justement ta vision, est-ce que tu as développé ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'entraînement fonctionnel, en fait, dans sa globalité, est très, très intéressant, tu vois. Bah ouais, parce que en fait, j'ai expérimenté finalement à travers ça et avant les autres, ce que souvent... les hommes et les femmes, passés un petit moment, expérimentent lorsqu'ils se rendent pas compte. En fait, pour moi, je me rends compte d'un truc, c'est que peut-être je me trompe, hein, mais encore une fois, je parle vraiment que de mes propres sensations, de mes propres expériences. Je me rends compte d'un truc, c'est que dans beaucoup de cas, le vieillissement, c'est juste le fait d'arrêter finalement assez jeune, à 35, 40 ans, ou même parfois avant, parce que parfois, les gens arrêtent le sport, ils en ont fait en association quand ils étaient jeunes, puis après 20 ans, ils en font plus jamais, ça arrive. Et en fait, c'est juste le fait d'arrêter toute activité physique jusqu'à la fin de tes jours. Alors, qui crée des blessures. Qui crée des blessures, des douleurs. Et je pense qu'on est vraiment là-dedans. Et c'est un peu ce qui m'a guidé en me dire, voilà, comment quelqu'un, enfin comme moi, et donc n'importe quelle personne, homme ou femme, pourrait gérer finalement son vieillissement. Alors aujourd'hui, tu vois, je réfléchissais à ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est totalement validé par tous les gens par tous les gens qui sont sur ce sujet-là, quoi. On voit bien que faites du sport, les gars, ça ira mieux, quoi. Stéphane, c'était un vrai plaisir en tout cas d'échanger avec toi. Eh ben moi aussi également. On pourrait en parler encore des heures. On pourrait encore en parler pendant des heures. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout. Et puis on se dit à très vite pour le prochain podcast. Merci Stéphane. Merci à toi Mathieu.